Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La partie recette du projet de loi de finances adopté par le Sénat, mais après avoir été largement modifié par la droite sénatoriale. On fera le point sur les changements votés par la Haute Assemblée contre l'avis du gouvernement dans un instant. La France promet d'interdire le glyphosate d'ici 3 ans. Hier, l'Europe a donné son feu vert pour la réutilisation de ce pesticide controversé. L'Allemagne, jusque-là opposée, a voté pour. Les réactions au Sénat dans cette édition. Et le glyphosate, il en sera question lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est à suivre en direct sur notre antenne. Parmi les autres thèmes aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que le chef de l'État a déclaré l'égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette édition avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences et Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre première invité. Saveria, c'est le tout nouveau porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Bonjour Benjamin Griveaux, première question d'actualité en tant que tout nouveau porte-parole du gouvernement. Est-ce que Christophe Castaner vous a donné quelques conseils au moment de la passation de pouvoir ? De garder toujours un grand sourire, quelles que soient les circonstances. Et donc, comme je suis d'un naturel plutôt optimiste et plutôt un garçon qui voit la vie du bon côté et le verre à moitié plein, j'aurais pas de mal à suivre cet excellent conseil de Christophe. Alors, vous comptez incarner la fonction de façon différente. Vous dites vouloir être porte-parole au-delà du périphérique. J'ai une chance que Christophe Castaner n'avait pas, qu'il était à la fois porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État auprès des relations pour le Parlement. Et moi, j'ai à plein temps ce poste de porte-parole. Et donc, je souhaite pouvoir aller en province, aller dans les territoires, aller dans les France dont on nous dit qu'elles sont mises au banc de la République ou qu'elles ne se sentent pas faire partie de la République, pour expliquer la parole du gouvernement, pour expliquer l'action du gouvernement, pour expliquer les réalisations du gouvernement, au-delà des barrières du périphérique. C'est une image que le député parisien assume, que je suis. C'est aussi un bon moyen, je crois, de prendre le pouls du pays et de comprendre les incompréhensions sur certaines politiques qui peuvent être conduites. Bref, d'être à la fois le porte-parole du gouvernement auprès des Français, mais aussi de prendre la parole des Français, de la répercuter auprès des membres du gouvernement. Benjamin Griveaux, un mot sur le glyphosate. On en parle beaucoup et on va en parler là pendant cette séance de questions d'actualité. Le glyphosate, Emmanuel Macron s'est engagé hier à ce que la France sorte du glyphosate d'ici 3 ans. Est-ce qu'on peut croire cette promesse présidentielle et surtout comment allez-vous la mettre en œuvre ? Hier, 18 États membres ont souhaité prolonger l'utilisation du glyphosate pour 5 années. Ça n'était pas la position de la France, vous le savez. La France était pour une sortie dans un délai plus restreint. Le président de la République a rappelé qu'il souhaitait que sous 3 ans, nous puissions sortir de l'utilisation du glyphosate. Les moyens à mettre en œuvre, c'est d'abord de miser sur la recherche, fortement, avec la mobilisation des chercheurs français, de l'INRIA, pour trouver des solutions alternatives. L'objectif, il est clair, c'est un usage plus modéré des pesticides dans l'agriculture française. Mais il faut aussi pouvoir accompagner nos producteurs, nos agriculteurs qui en ont fait un usage depuis très nombreuses années et pouvoir donc les accompagner dans cette phase de transition. C'est un objectif ambitieux, mais quand on n'a pas d'ambition, je crois qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et il y a une attente forte des Français d'avoir une alimentation saine. C'est aussi ce qui sera débattu dans la deuxième partie des États généraux de l'alimentation qui ont déjà commencé depuis de nombreux mois. Néanmoins, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a jugé hier que cet accord à Bruxelles était un très bon accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème au sein du gouvernement sur cette question du glyphosate ? Non. Stéphane Travert a considéré qu'il y avait un accord de 18 États membres et que donc face à cet accord, il fallait qu'on constate que le glyphosate allait sous l'autorité, sous la décision en tout cas communautaire, être utilisé pendant 5 ans. Ça n'empêche pas la France d'aller plus vite, d'aller plus rapidement, d'aller plus loin sur ce sujet important pour la santé des Français. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir répondu en direct à nos questions, merci. Merci à vous, Saveria. On prend à présent la direction de l'hémicycle du Sénat puisque le budget vient d'être voté. En tous les cas, la première partie qui concerne les recettes. On vous retrouve, Tam Tranui. Ça vient d'être voté contre l'avis du gouvernement. Mais il y a un point sur lequel sénateurs et exécutifs sont arrivés à un compromis.
Oui, effectivement, les sénateurs viennent d'adopter la première partie du budget 2018, première partie consacrée aux recettes, vous l'avez dit, et partie largement amendée par la majorité sénatoriale, qui a notamment complètement supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais qui a également rétabli la taxe d'habitation. Les sénateurs vont donc maintenant pouvoir débattre de la seconde partie, celle consacrée aux crédits affectés aux différentes missions. Mais avant cela, effectivement, tout à l'heure, sénateurs et gouvernement sembleraient être arrivés sur un point d'accord pour augmenter le taux de TVA sur la construction des logements sociaux de 5,5% à 10% pour compenser la baisse des loyers des organismes HLM consécutive à la baisse des APL. Un amendement qui était la solution défendue par de nombreux bailleurs sociaux, issu également du travail fait par plusieurs sénateurs réunis en groupe de plusieurs couleurs politiques au Sénat. Un travail qui était défendu par le sénateur Philippe Dallier tout à l'heure dans l'hémicycle. On l'écoute. Mais écoutez, je ne peux que me réjouir qu'au bout du compte, l'amendement sur la TVA affaires logement social que j'avais déposé ait finalement été apprécié à sa juste valeur. Et quand je dis cela, je pense bien évidemment au fait que c'est le chiffre de 700 millions qui a été retenu, chiffre pas très éloigné de celui que la Commission des finances avait estimé, mais surtout apprécié parce que c'est peut-être une voie de sortie pour un compromis avec le gouvernement et les bailleurs sociaux en deuxième partie. En actant ces 700 millions, nous n'avons plus, entre guillemets, que 800 millions d'euros à trouver, à répartir. Nous allons voir comment avec la Commission des affaires économiques, avec Dominique Estrosi Sassone. Mais je pense que le gouvernement a fait un pas dans la bonne direction. Le sénateur qui a assorti cette solution d'une condition, que cela soit une solution pérenne, que le gouvernement abandonne l'idée d'une montée en charge progressive sur 3 ans pour prendre au final 1,5 milliard d'euros dans la poche des bailleurs sociaux. Une solution, une condition qui ont emporté l'adhésion de plusieurs anciens ministres dans l'hémicycle tout à l'heure, notamment Valérie Létard, ancienne ministre des Solidarités, et Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste et ancienne ministre du Logement. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. On retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avant la séance de questions d'actualité au gouvernement. À vos côtés, Saveria Rojek, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Bonjour Stéphane Travert, vous avez jugé hier que l'accord trouvé à Bruxelles, le renouvellement de 5 ans de la licence du glyphosate était un très bon accord. Dans le même temps, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que la France abandonne le glyphosate d'ici 3 ans. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été désavoué au sein du gouvernement ? D'abord, vous n'avez pas pu m'entendre dire que je trouvais que c'était un très bon accord. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Il faut remettre les éléments dans leur contexte. J'ai acté le vote à 5 ans de la Commission européenne. Et j'ai dit ensuite qu'il fallait qu'on se mette au travail avec les agriculteurs, avec la recherche, avec les instituts techniques pour trouver des solutions et trouver des alternatives pour sortir de cette question du glyphosate. Et puis le président de la République a rappelé la position de la France. La position de la France, c'était 3 ans. La France, elle est devant. La France, elle souhaite prendre les devants et prendre, je dirais, le leadership sur cette question. C'est-à-dire, nos concitoyens souhaitent que nous puissions ne plus utiliser le glyphosate. Et donc nous devons mettre tous les moyens en œuvre pour faire en sorte que demain, nous puissions faire en sorte que les agriculteurs puissent trouver d'autres pratiques agronomiques et donc nous devons travailler avec eux. Il n'y a pas de déjugement ou quoi que ce soit, mais on prend acte d'un vote. On rappelle notre position, la position de la France. La France n'a qu'une voix. Et ensuite, nous travaillons à trouver des solutions durables et alternatives. Très bien, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que cette échéance à 3 ans, cet engagement à 3 ans, il est possible pour vous ? Eh bien, il est possible dès lors où nous mobilisons, nous mettons les moyens avec la recherche, l'innovation, les instituts techniques pour trouver les usages. Et nous verrons comment nous allons, je dirais, au fil du temps, travailler avec l'ensemble des professions agricoles, comment nous travaillerons avec les professionnels et les chercheurs, de manière à être les plus efficaces possibles. Et nous avons ce délai de 3 ans, et ensuite nous verrons dans 3 ans si nous sommes au rendez-vous de ce que nous souhaitons. Est-ce que c'est le rôle de la France d'être plus restrictive que l'Union européenne ? Pas une question d'être plus restrictive. Le rôle de la France, c'est d'être en avant sur des débats de société. Et c'est un débat de société aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le voyons, nos concitoyens ne veulent plus que l'on puisse utiliser ce type de produit. Eh bien, il faut suivre l'avis de nos concitoyens, mais faire en sorte de ne jamais oublier aussi
celles et ceux qui aujourd'hui utilisent ce produit et la manière dont nous devons les accompagner. Et moi, dans ma responsabilité de ministre de l'Agriculture, c'est de savoir comment je dois les accompagner, quelles mesures je dois mettre en place. Et le gouvernement est là-dessus et le Premier ministre a été très clair. Il nous a demandé de fixer une feuille de route d'ici la fin de l'année pour cette sortie progressive du glyphosate et le calendrier a été rappelé. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saverien. Nous vous en parlions hier. Le groupe PS du Sénat secoué par une crise après le soutien de son président Didier Guillaume à Olivier Dussopt. Ce matin, la réunion des parlementaires s'est déroulée dans un climat tendu, mais pas question de montrer un visage désuni en plein vote du budget. Samia Dechir avec Cécile Sixou. Barrière à l'entrée pour une réunion à huis clos, l'ambiance était tendue ce matin au groupe socialiste. Quelques jours plus tôt, un tweet de Didier Guillaume avait divisé les troupes. Leur président y félicitait le député socialiste Olivier Dussopt pour son entrée au gouvernement. Inacceptable pour la ligne gauche du groupe qui a vertement réagi sur Twitter. Mais à leur arrivée ce matin, tous ont soigneusement évité le sujet. Un mot sur l'ambiance au groupe? Elle va être excellente, comme d'habitude. On va travailler, on va se dire ce qu'on a à se dire, suite au prochain numéro. Après plus de 2 heures de débat, les sénateurs n'étaient pas plus bavards sur le contenu des discussions. Comment s'est passée la réunion? Bien. C'est bien passé, pouvez nous dire Très très bien passé, mais j'ai rendez-vous avec le président Larcher, je suis très en retard. Très critiqué sur sa gauche, Didier Guillaume s'est visiblement expliqué avec ceux que son tweet a choqué. Il vous a envoyé donner des gages pour vous rassurer? Oui, il y a une volonté de dire que le groupe veut rester uni et pour rester uni, il faut faire attention à des débordements de tous côtés. Effacer donc les divisions du week-end, les rares sénateurs qui s'expriment énoncent le même mot d'ordre, l'incident est clos. Si on devait avoir une unité de groupe détruite par un tweet, ça fait des années que le groupe aurait dû être détruit. Parce qu'il y a eu des périodes où des tweets, il y en avait des dizaines. C'est un événement. Ce qui est le plus important, c'était effectivement pour les Français le fait que nous nous opposions à cette politique qui est une politique de droite, un budget qui est un mauvais budget. Et entre ce mauvais budget et un tweet personnel, voilà, il n'y a pas photo. En pleine discussion sur le budget 2018, pas le moment d'étaler ses divisions. Le groupe resserre les rangs. Allez, on va retrouver Saverien Rojek avec Rachid Temal, sénateur socialiste. C'est lui, le coordinateur du parti. Peut-être qu'il va nous dire son avis sur une exclusion possible de Didier Guillaume. Bonjour Rachid Temal. Comment s'est passée la réunion de groupe ce matin? On vient de voir un sujet. Olivier Dussopt a été exclu du Parti socialiste. Didier Guillaume est contesté, on le sait. Comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est bien passé, c'était une réunion constructive. Chacun a pu exprimer son point de vue. Mais je rappelle, Olivier Dussopt n'est plus membre du Parti socialiste. Et ce qui compte par rapport à vos téléspectateurs, c'est de savoir si cette aventure individuelle changera la politique du gouvernement. La réponse est non. Ce sur quoi nous, socialistes, nous sommes opposés, par exemple, c'est est-ce que ça va changer la question de la fiscalité, notamment de l'ISF, ou des emplois aidés, ou de la capacité des collectivités à agir sur le service public. C'est ça qui est important. Le reste, ce n'est que de l'écume. Non, la question que je vous pose là, c'est sur le groupe socialiste au Sénat. Est-ce que Didier Guillaume est toujours votre chef de file aujourd'hui? Est-ce que vous le soutenez encore? Didier Guillaume est président du groupe au Sénat, il a été élu. Il y a eu ce matin un débat, mais je rappelle, un débat sur aussi quelle politique mène ce gouvernement. Est-ce que nous sommes dans le soutien? La réponse est non. Personne ne soutient ce gouvernement-là. Et donc le Parti socialiste a en son temps, en juin dernier, décidé d'être dans l'opposition. Et entre nous, pas de faux débat. La majorité présidentielle se compose de La République En Marche et du MoDem. La majorité procède du président de la République. Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Moi, j'estime que nous sommes dans l'opposition. Et aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que le socialiste soit présent en séance, porte des amendements, développe des propositions et porte une politique publique. Didier Guillaume doit rester président du groupe socialiste au Sénat? Mais aujourd'hui, personne ne demande la démission de Didier Guillaume. Il n'y a pas de démission de Didier Guillaume, il n'y a pas de crise au sein du groupe socialiste au Sénat. Il y a eu un débat avec un tweet. Je me suis expliqué avec Didier Guillaume lundi matin sur ce que je pensais du tweet. Mais je ne perds pas de vue l'essentiel. L'essentiel, encore une fois, c'est est-ce que cette politique mène également, va dans le bon sens ou pas, et comment les socialistes rassemblés portent leur position. Néanmoins, il va y avoir une question de confiance posée la semaine prochaine à la prochaine réunion de groupe.
Non, il n'y a pas de question de confiance. Ce qui va être réabordé, c'est ce que nous avons mis dans notre charte et dans le texte sur le positionnement. Mais il n'y a pas de question de confiance. Ce n'est pas du tout en ces termes-là que la question a été posée. Donc Didier Guillaume, aujourd'hui, a le soutien entier et plein de son groupe. Didier Guillaume, la question de la présidence n'était pas à l'heure du jour. Donc ce n'est pas à cela que je dois répondre ou que nous allons répondre dans les prochains jours. Et moi, mon rôle en tant que coordinateur et responsable du Parti socialiste et en même temps sénateur, c'est de rassembler la famille socialiste. Et donc je veux m'évertuer dans la semaine à rassembler les socialistes autour de l'essentiel. C'est ce que nous devons mener comme politique face à l'extrême droite, face à la droite et face au gouvernement. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup, merci Rachid Temal. Merci Saveria. 2 jours après le lancement d'Agir, Alain Juppé était au Sénat. L'ancien Premier ministre et perdant de la primaire LR a assisté à la réunion du groupe Les Indépendants. C'est l'équivalent des constructifs à la Haute Assemblée. Jean Brabier. 2 jours après la création du parti Agir, la droite constructive, Alain Juppé était l'invité du groupe des Indépendants du Sénat, où plusieurs membres, dont le président Claude Malhuret, sont des fondateurs du nouveau parti. Mais n'allez pas imaginer un signe de soutien. C'était avant tout une visite amicale du maire de Bordeaux. J'ai beaucoup d'amis, vous savez, au Sénat, beaucoup d'amis que j'ai eu plaisir à retrouver. Donc c'était une discussion amicale et nous avons parlé du fond. Mais la ligne constructive du nouveau parti ne semble pas lui déplaire. Il faut toujours construire. Moi, je ne suis pas quelqu'un de destructeur. Allez, au revoir. La venue du maire de Bordeaux a en tout cas ravi les membres du groupe des Indépendants, à qui il a confié sa vision de la recomposition politique actuelle. Il souhaite vraiment être en retrait de la vie politique, donc il regarde ça en observateur et il a vu avec bienveillance, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai compris, avec des encouragements, la position à la fois du groupe des Indépendants, mais aussi celle d'Agir et de la constitution de ce nouveau parti politique. Un groupe de 11 sénateurs qui espère grandir dans les semaines à venir, notamment si Laurent Wauquiez s'impose à la tête des Républicains. Des Républicains qui refusent la double appartenance dans leur parti et dans celui d'Agir, et qui pour certains accusent Alain Juppé de diviser la droite. Mais il y a beaucoup de juppéistes dans cette affaire. Il faut le constater. Et Alain Juppé était aussi chez le président de la République pour parler de l'Europe. Donc à un moment donné, il faut clarifier les situations. Au moment où on s'apprête à avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente à la tête de LR. Le président du groupe Bruno Retailleau nuance en affirmant que le groupe au Sénat n'est pas le copier-coller du parti et qu'il peut accueillir des élus non membres des LR. Mais la recomposition actuelle pourrait faire bouger les lignes et obliger certains élus à choisir leur camp. Et place à présent aux questions d'actualité et on se retrouve juste après. Des moyens et des effectifs dans la police, la justice, l'armée et les services de renseignement. Dans ce cadre, un diplôme universitaire de prévention devait être lancé en janvier dernier à l'Institut de droit et d'économie Paris 2 Assas de Melun en Seine-et-Marne. D'abord reporté en septembre dernier, le décret que devait prendre Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre, n'est toujours pas paru. Les enseignements organisés dans ce diplôme, intitulé « Faits religieux, droit et société », visent à donner des clés de compréhension sur des thèmes tels que la laïcité, le fait religieux en France, le droit des cultes et les institutions. Ils visent plus particulièrement la professionnalisation des aumôniers militaires, hospitaliers, pénitentiaires, de toute confession, mais est également ouvert à d'autres publics tels que DRH d'entreprise, cadres de la fonction publique hospitalière, personnel de l'éducation nationale, élus locaux, tous confrontés au phénomène de radicalisation. D'ores et déjà, 50 candidatures parmi les centaines reçues ont été retenues pour 25 places prévues pour la première session. Monsieur le ministre, il est évident que notre pays ne peut se permettre de se passer d'une initiative qui renforcerait un dispositif destiné à prévenir et détecter la radicalisation sur le territoire. Je vous demande donc de bien vouloir nous exposer votre position sur cette formation très attendue par le directeur de l'Institut universitaire, mais également par les aumôniers et les candidats déjà inscrits. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb, 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Colette Mélot, le diplôme auquel vous faites allusion s'inscrit dans le cadre de la politique que nous menons avec Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Il vise à améliorer la formation de tous ceux qui, ministres du culte, aumôniers, agents publics, acteurs locaux, sont confrontés à des problèmes liés aux faits religieux, à la laïcité ou encore à la radicalisation.
Cette politique s'est mise en place à partir du décret du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique, qui permet de consolider la formation des aumôniers. Ce texte rend obligatoire pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés l'obtention d'un diplôme après le suivi d'une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Un arrêté du 5 mai 2017 prévoit une liste de diplômes agréés. Aujourd'hui, une vingtaine de formations sont disponibles partout sur le territoire, y compris en formation à distance. 350 personnes y sont inscrites cette année, dont un tiers sont des ministres du culte. Le dispositif fonctionne donc bien. Le diplôme fait religieux, droit et société de l'Institut de droit et d'économie Paris-Assas ne fait pas ce jour partie de ce dispositif car il n'a pas demandé l'agrément, mais évidemment, s'il le demande, avec Madame la Ministre, nous étudierons volontiers cette demande. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à notre collègue François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, et relative aux affaires migratoires. Je viens de déposer un rapport devant la Commission des lois sur le budget asile-immigration. Si j'ai pu constater une augmentation de ce budget pour la thématique de l'intégration, celle-ci reste malgré tout insuffisante. En revanche, sur le budget consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière, ce budget est en baisse et il est en baisse de 7,18% précisément. La demande d'asile continue d'augmenter. Les déboutés pour 2016, c'est un peu plus de 53 000 personnes et la situation ne s'arrange pas en matière d'éloignement des personnes en situation irrégulière. Le président de la République et le gouvernement ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté ferme de lutter contre l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, le président de la République est en déplacement en Afrique. Je ne sais pas s'il évoquera ce sujet avec ses partenaires. En tous les cas, nous avons demandé ici au Sénat, et singulièrement à votre serviteur, que soient mis en place des hotspots dans les pays voisins, des pays d'origine et des pays sources, de façon à ce que la demande d'asile soit traitée sur place et que l'on évite de revivre sur notre territoire comme sur le territoire européen des situations telles qu'on a pu les connaître à Calais ou à Paris ou ailleurs. Nous sommes inquiets, Monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui ce budget ne semble pas remplir ces objectifs qui sont fixés. Alors au-delà des mots, au-delà des déclarations que nous pouvons partager, quelles sont concrètement les mesures qui seront mises en place pour lutter contre cette immigration irrégulière? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Monsieur le sénateur Buffet, j'ai lu avec attention votre rapport. D'abord, je partage vos sentiments personnels sur l'effort à faire en matière de politique d'immigration. Nous devons à la fois être fermes et donc pouvoir éloigner un certain nombre de personnes du territoire lorsqu'ils ont été déboutés, mais ceux que nous accueillons, nous devons bien les accueillir et donc dans les prochaines années, nous accroîtrons encore, vous avez souligné que ce budget est en hausse, nous accroîtrons encore nos efforts parce que c'est évidemment tout à fait nécessaire. Sur le financement de l'éloignement, permettez-moi de vous dire que vous faites une erreur de lecture. En effet, vous avez mentionné que le budget éloignement était en baisse. Il est en baisse tout simplement parce que l'année dernière, il y avait 10 millions qui étaient donc destinés au financement de la jungle
qui existait à Calais et qui existait à Grand-Sainte, et donc leur déménagement, qui évidemment n'existe plus cette année, et donc en fait son augmentation est de 4,5 millions. Donc oui, nous nous soucions de l'éloignement. Nous allons créer d'ici la fin de l'année 400 places de CRA supplémentaires. Et pour vous donner quelques chiffres, l'éloignement est en hausse de plus 8% depuis le début de l'année. Et pour les Dublinés, sans doute un sujet que nous aborderons, de plus 123%. Monsieur Buffet, pour quelques secondes. La première, j'espère que dans le projet de loi que vous proposez, vous reprendrez des idées qui ont été déjà défendues par le Sénat, adoptées par le Sénat en 2015 et en 2016. Elles sont utiles à la lutte contre l'éloignement. Et pour ce qui concerne le budget qui est en baisse, c'est dommage de ne pas le conserver dans l'État pour permettre d'en renvoyer plus ceux qui sont encore sur le territoire, naturellement. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Dubois. Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, les représentants des pays membres de l'Union européenne ont trouvé ce lundi un accord concernant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. Voté à la majorité qualifiée, cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait défendu la France. Le président de la République a fait savoir qu'il a demandé au gouvernement de prendre, je cite, « les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans 3 ans ». Je pense, Monsieur le ministre, que l'ensemble des parlementaires ici présents est favorable à ce que l'on recherche des alternatives au glyphosate. La profession agricole elle-même soutient le lancement d'un contrat de solution pour remédier à cette utilisation. Alors, Monsieur le ministre, voici ma première question. Est-il concevable qu'on fasse subir pendant 2 ans au moins une nouvelle distorsion de concurrence à nos agriculteurs, alors même, je le rappelle, qu'ils traversent une crise sans précédent? 1 sur 3 gagne moins de 350 € par mois, et que le président de la République avait pris l'engagement durant sa campagne électorale de stopper toute forme de surtransposition européenne en matière agricole. Et enfin, quelle est la cohérence du gouvernement quand dans le même temps il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui permettra lui d'importer en France des produits contenant des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Dubois, vous posez une question sur un sujet extrêmement sensible en ce moment. Vous l'avez dit, hier, 18 États membres de l'Union européenne ont voté favorablement sur un renouvellement pour 5 ans de l'autorisation d'utilisation du glyphosate. La France a voté contre. Et le soir, le président de la République a précisé le cap pour la France. Sortir du glyphosate dès que les alternatives auront été trouvées et au plus tard dans les 3 ans. Il y aurait surtransposition si nous restions inactifs, si nous restions pendant 3 ans à ne rien faire, en attendant le coup près de l'échéance. Ce n'est évidemment pas ce que souhaite le président de la République et ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons au gouvernement. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est qu'il mobilise tous les acteurs ensemble vers la sortie du glyphosate. Les chercheurs pour trouver des alternatives, l'INRA y travaille déjà, les services de l'État pour réfléchir à des restrictions d'usage efficaces et rapidement opérationnelles. Les producteurs sans lesquels rien ne sera possible de tout cela et dont les contraintes doivent être pleinement prises en compte dans la construction de solutions nouvelles. Mais aussi les experts sanitaires, car il est indispensable de sortir des divergences entre l'OMS et les agences européennes sur la dangerosité réelle du glyphosate. C'est au vu de tout cela et du chemin qui aurait été parcouru d'ici 3 ans que l'on saura s'il y a surtransposition ou pas en France. Et donc, prenons 2 hypothèses.
Si tous les experts convergent pour reconnaître une dangerosité extrême, l'Union européenne sera sans doute sensible aux enjeux de santé publique. Et si les utilisateurs ont réussi drastiquement à réduire leur consommation de glyphosate, mais butent sur un usage donné, la situation d'ensemble en France méritera, je vous le dis, d'être réévaluée. Vous le voyez, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir où nous en serons dans 3 ans. Pour l'heure, nous devons faire tous les efforts pour mobiliser la recherche, mobiliser les instituts techniques et accompagner nos agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques agronomiques. Merci. Monsieur Dubois. Je pense, Monsieur le Ministre, que ça reste un très mauvais signal pour nos agriculteurs. Les agriculteurs français sont responsables. Ils sont prêts à travailler en confiance à des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides. Et je pense qu'il est urgent d'arrêter de les montrer du doigt et effectivement, comme vous nous l'avez dit, travaillons effectivement en confiance et ensemble pour trouver des solutions alternatives. La parole est maintenant notre collègue Noël Rossan pour le groupe La République En Marche pour 2 minutes. Cette question, oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur et Mesdames mes collègues, nous allons rester dans la question sur le glyphosate, mais avec des questions différentes. L'Union européenne vient d'autoriser pour 5 ans supplémentaires l'utilisation du glyphosate, créé par Monsanto et dont on s'interroge sur les effets cancérogènes probables. Les consommateurs sont inquiets et s'expriment de plus en plus vivement sur la qualité des produits alimentaires et leur impact sur la santé. Les agriculteurs, eux, contestent la décision de la France d'interdire l'utilisation du glyphosate sur son sol dans 3 ans au plus tard, comme cela a été annoncé hier par le Président de la République. Malgré de nombreuses études, il est quasiment impossible de savoir à ce jour si le glyphosate et ses additifs sont toxiques pour l'homme ou pas. Le Centre international de recherche sur le cancer, agent de l'OMS, a annoncé des effets cancérogènes probables, alors que l'Agence européenne de la sécurité alimentaire est arrivée à une conclusion inverse. Diverses études individuelles aboutissent, elles aussi, à des évaluations contradictoires. Au regard de ces diverses conclusions, il est donc indispensable de revoir le processus d'évaluation de ces substances. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'une part, de bien vouloir m'indiquer si les 3 ans annoncés seront suffisants pour mener à bien des études fiables et si nous avons la capacité de trouver prochainement des alternatives à l'utilisation de ce produit, et d'autre part, comment la France envisage d'agir auprès de la Commission européenne afin d'élaborer une stratégie de sortie rapide de l'utilisation du glyphosate. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Rossan, le vote intervenu hier en faveur du renouvellement pour 5 ans de l'autorisation du glyphosate en Europe est pour nous une déception. Nous avions voté contre. Notre mobilisation a toutefois été utile puisque nous partions d'une première demande de la Commission d'un renouvellement pour 10 ans. Mais Madame la sénatrice, vous avez raison. Le fait que les analyses européennes ne classent pas le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme, alors que le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, le fait, pose la question de la confiance dans l'évaluation européenne. Aujourd'hui, cette confiance est entamée. Il faut donc agir. C'est pour cela que Nicolas Hulot a demandé, dès le 13 octobre, au Conseil des ministres de l'Environnement, de revoir en profondeur l'évaluation européenne des substances chimiques afin d'aller vers plus de transparence et d'indépendance. La Commission présentera une communication sur ce sujet que nous discuterons avec les États membres et avec le Parlement européen. Nous restons déterminés. À titre national, le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. Certaines alternatives existent déjà et devront être généralisées, d'autres restent encore à développer. Le gouvernement est pleinement mobilisé
est conscient de la nécessité d'accompagner les agriculteurs dans cette transition. Les ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation et de la Transition écologique et solidaire feront prochainement des propositions à cette fin. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Corbizès pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, ma question fait suite à celle de mon collègue Raymond Vall, publiée le 27 octobre dernier à la réponse du ministre. Ayant quitté récemment mes fonctions de président d'une agglomération qui a pu bénéficier des crédits TEPCV, je peux attester de l'effet levier considérable de ce dispositif. Un dispositif d'autant plus déterminant pour mon territoire en reconversion post-industrielle minière, confronté à une triple nécessité: remédier à des pollutions multiples des sols, reconquérir des friches industrielles et développer des modes alternatifs de production et de consommation des énergies. Je salue l'annonce de l'inscription de crédits supplémentaires à hauteur de 75 millions d'euros qu'une loi de finances rectificative devra toutefois confirmer, et je remercie Monsieur le Ministre de ses propos rassurants lors de son audition par la Commission aménagement du territoire. Des propos qui ont été d'ailleurs traduits dans une note récente adressée au préfet par Monsieur le Ministre de la Transition écologique le 20 novembre dernier. Néanmoins, la note du 26 septembre continue d'inquiéter les porteurs de projets et interroge sur les suites du dispositif TEPCV. Je souhaiterais donc connaître les intentions et positions du ministre sur les points suivants. Premièrement, la circulaire du 26 septembre induit un traitement purement administratif et mécanique qui risque de mettre fin à des projets qui pour autant seraient extrêmement bénéfiques pour les territoires concernés. Le ministre entend-il laisser à certains projets la possibilité d'être financés sur la base d'une évaluation de leur intérêt pour le développement local, et ce, au-delà même d'irrégularités de la procédure, et dès lors que les collectivités sont engagées dans le cofinancement des projets? Deuxièmement, quelle est la position de Monsieur le ministre sur la proposition de l'association Amorce, soutenue par ailleurs par la grande majorité des associations de collectivités, d'instituer une dotation territoriale climat pérenne? Et troisièmement, quel est le calendrier gouvernemental concernant la mise en place des futurs contrats de transition écologique et quel serait, a priori, le niveau des financements dont pourraient bénéficier les collectivités au titre de ces contrats? S'agira-t-il de l'autre cadre de financement mentionné dans la note du 20 novembre, auquel cas la fixation du calendrier n'en serait que plus urgente? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Sébastien Lecornu. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il n'y aura pas de réussite sur nos défis climatiques sans les territoires. Les négociations internationales sont fondamentales, mais nous avons besoin des collectivités territoriales engagées sur ces sujets. On aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. 3 questions dans votre question. 1, les territoires énergie positive pour la croissance verte. Cette affaire est enfin derrière nous. Je confirme donc effectivement les 75 millions d'euros inscrits au projet de loi de finances rectificatif pour les semaines à venir et dans les jours à venir. Je confirme que la parole de l'État sera tenue. Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur, le discernement sera de mise. L'instruction a été passée au préfet. Et si dans vos territoires respectifs, mesdames, messieurs les sénateurs, il y aurait des difficultés particulières que certaines collectivités territoriales rencontreraient, je suis bien évidemment à votre disposition pour les lever. Sur les contrats de transition écologique, le Premier ministre Édouard Philippe m'a demandé de mener 15 à 20 territoires démonstrateurs pour l'année 2018, sur des territoires français très différents, littoraux comme montagnards, ruraux comme urbains, métropolitains comme ultramarins. Ces territoires seront arrêtés, à mon avis, à l'horizon du mois de janvier. La doctrine précise de ces contrats sera arrêtée lors de la conférence nationale des territoires du mois de décembre. J'étais la semaine dernière en audition à l'Assemblée nationale pour présenter les premières pistes du dispositif. Je suis naturellement à la disposition du Sénat pour en faire de même. Sur la contribution climat, chère à certains sénateurs ici présents, ils se reconnaîtront, cette contribution est quelque chose qui est à l'étude dans le cadre de la conférence nationale des territoires sur le groupe de travail fiscalité. Un certain nombre de sénateurs d'ailleurs travaillent sur le sujet. Je salue le sénateur Dantec qui s'investit beaucoup sur cette question. Je me doutais qu'il y aurait une réaction, j'en ai fait exprès. Et que bien évidemment, nous ne manquerons pas de regarder cette proposition dans le cadre de la généralisation des contrats de transition pour l'année 2019. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis des semaines, les femmes, des centaines de femmes de toute génération, je dirais des milliers, de toute génération et d'origine confondue, dénoncent en France, en Europe et dans le monde les violences dont elles sont victimes. Devant ce mouvement d'ampleur sans précédent et les interpellations des associations féministes, le Président de la République, Monsieur Macron, a annoncé le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un plan d'action contre celle-ci. Je me réjouis avec l'ensemble de mon groupe qu'il y ait une prise de conscience à cette hauteur-là au niveau de l'État, mais je voudrais, Madame la Ministre, vous entendre sur les moyens nouveaux qui vont être mis en œuvre pour que ce plan d'action fonctionne réellement et que donc on débarrasse la société de ce fléau. Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Cohen, effectivement, il y a cette prise de conscience de toute la société, ce mouvement de libération de la parole et plus généralement de libération de l'écoute. Et une fois que ces femmes ont parlé, qu'on les a écoutées, le Président de la République a répondu à ces millions de femmes depuis l'Élysée samedi. C'était la première fois qu'un Président de la République rendait un hommage national aux femmes victimes de féminicide. Et c'était la première fois qu'un 25 novembre, qu'un 25 novembre, journée pour l'élimination des violences envers les femmes, se tenait depuis l'Élysée. Je vous remercie. En ce qui concerne les moyens, il y a effectivement davantage de moyens qui sont mis en œuvre. Le document de politique transversale vous le montre. On est à plus de 400 millions d'euros qui sont engagés en politique interministérielle pour lutter contre les violences et plus largement pour faire l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai souvent entendu le chiffre d'1 milliard en Espagne cité. Je profite de vous répondre, Madame la sénatrice, pour rappeler qu'en Espagne, il s'agit d'1 milliard sur 5 ans, soit 200 millions par an, donc moins que la France. Et pour rappeler que c'est un chiffre de déclaration d'intention des partis politiques, il ne s'agit nullement de crédits ni votés ni exécutés. Je vous remercie. Madame Cohen. Oui, merci Madame la Ministre pour ces explications, mais permettez-moi d'être un peu dubitative. Comme bon nombre de militantes féministes, je déplore avec mon groupe que les 420 millions annoncés pour 2018 sur les politiques interministérielles transversales ne représentent pas véritablement un euro supplémentaire sur le budget alloué à l'égalité femmes-hommes. En réalité, ce sont un peu moins de 65 millions qui sont consacrés aux violences, alors que d'après le Haut Conseil à l'égalité, le coût des seules violences conjugales est évalué à 2,5 milliards d'euros. Doute et vigilance, quant au Sénat, nous avons pu constater que sur votre budget propre, une baisse de 1,8 million d'euros a été faite sur la prévention et la lutte contre la prostitution, violence extrême à l'encontre des femmes. Doute et vigilance, quand l'essentiel repose sur les associations qui luttent contre ces violences et qui n'ont pas les subventions indispensables. Doute et vigilance quant à la création d'unités hospitalières pour la prise en charge psychotraumatique des violences dès l'année prochaine, alors que le budget de la sécurité sociale et celui des hôpitaux sont en berne. Doute et vigilance quand le grand absent de ce plan est le monde du travail, rien pour lutter contre les inégalités salariales, suppression des CHSCT. Alors, Madame la Ministre, les violences faites aux femmes sont effectivement une grande cause nationale qui exige de devenir une grande cause budgétaire, ce qui apparemment est loin d'être le cas. Merci. La parole est à notre collègue Henri Cabanel pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et encore sur le glyphosate. Un seul mot pour soulever des tempêtes. Entre querelles d'experts et surenchère des lobbies, le consommateur n'y voit plus clair. Pourtant, il est précisément au centre de ce débat européen, car il est question de santé publique. Comme il y a un doute, notre responsabilité est d'appliquer le principe de précaution, mais les législateurs que nous sommes n'ont aucun critère objectif pour appréhender la dangerosité ou non de ce produit. En effet, depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé a émis des avis contraires sur cet herbicide. Idem pour l'Agence européenne de sécurité des aliments. Comment s'y retrouver ? Car autour de ce débat scientifique, on retrouve des enjeux économiques et financiers énormes. La Commission vient d'autoriser pour les 5 prochaines années le glyphosate. Le président, M. Macron, affirme que la France interdira ce produit au plus tard dans 3 ans. Monsieur le ministre, vous aviez pourtant affirmé ici même
qu'il n'y aurait aucune surtransposition des normes. Vous l'avez expliqué, mais je crains que si le délai de 3 ans soit trop court. Ce délai de 3 ans est-il suffisant pour que la recherche trouve un produit de substitution? Des agriculteurs se sont déjà tournés vers des pratiques vertueuses qu'il faut encourager, mais une large majorité n'est pas encore sur cette voie. Car derrière les effets d'annonce, derrière les postures, il y a la réalité d'une filière et la réalité d'une consommation qui se fait majoritairement en grande distribution, où l'origine des produits est mondiale. Au-delà de l'interdiction, il est donc primordial de mettre en place une vraie politique de traçabilité. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord? Cela vous semble-t-il possible dans un délai aussi court? Un exemple, monsieur le ministre. Qui assurera aux consommateurs français que le pain qu'il achète n'est pas issu, par exemple, de farine de blé provenant du Canada, où le glyphosate a été reconduit pour 15 ans? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cabanel. Ce sujet du glyphosate, je l'ai dit tout à l'heure, est une parfaite illustration des tensions qui peuvent exister aujourd'hui entre le possible et le souhaitable. La Commission a clairement cherché un possible, vous le savez. Elle devait dégager une majorité qualifiée au sein des 28 États membres et pour les prochaines années. Et cette majorité qualifiée, elle l'a trouvée hier sur une durée du renouvellement à 5 ans. C'est beaucoup mieux que les 10 ans qui étaient jusqu'alors envisagés. Mais ce possible-là ne règle pas deux choses. Il n'assure pas d'abord la sortie automatique du glyphosate à la fin de la période. Et il ne prévoit aucune restriction d'usage permettant de préparer progressivement cette sortie. Et le président de la République, hier soir, a redéfini le souhaitable. Et c'est son rôle, sortir au plus vite du glyphosate sans laisser les agriculteurs sans solution. Et il a fixé pour ce faire une échéance à 3 ans. Cette tension entre le possible et le souhaitable, monsieur le sénateur, c'est exactement le moteur des États généraux de l'alimentation que nous conduisons en ce moment. Partager des diagnostics, identifier des contraintes, co-construire des solutions, avec un engagement de tous les acteurs dans cette action. Et aujourd'hui, le gouvernement est au travail. Et notre tâche, aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons accompagner demain les agriculteurs dans la recherche de leurs nouvelles pratiques agronomiques. Comment nous allons les accompagner pour faire en sorte de sortir de ce pesticide dont nos concitoyens ne veulent plus. Comment nous allons faire, dans un temps donné, pour mobiliser la recherche, mobiliser les instituts techniques, mobiliser toutes les forces de l'innovation, mobiliser toutes les intelligences collectives pour sortir de cette question et enfin pratiquer une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Et nous soutenons bien évidemment les agriculteurs et ici, je n'ai qu'un seul but, faire en sorte de les accompagner le mieux possible pour que la ferme France reste compétitive, parce que c'est cette compétitivité dont nous avons besoin pour demain aller chercher des marchés. C'est cette compétitivité dont nous avons besoin pour faire en sorte que demain, nos agriculteurs, tous les agriculteurs, puissent vivre dignement de leurs revenus. Merci. Merci. La parole est à Madame Chantal de Seyne pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le chef de l'État s'est exprimé samedi 25 novembre lors d'un discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, déclaré grande cause du quinquennat, discours au cours duquel il a annoncé ses 3 priorités que sont l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un renforcement de l'arsenal répressif. On ne peut que souscrire à ces 3 axes prioritaires. L'objectif est vertueux, car même si les rapports et la situation des hommes et des femmes ont évolué ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire en faveur des femmes, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. On sait que la situation des femmes est parfois difficile du fait des violences sournoises qu'elles subissent et de la banalisation de ces violences. Dans certains quartiers, les femmes ne peuvent plus sortir seules, ne portent plus jupe ou pantalon
Par crainte de recevoir une bordée d'injures, la mise en cause de la parole des femmes victimes de ces agissements et l'impunité des agresseurs sont intolérables. Cette situation n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Madame la ministre, évoquant les missions de votre secrétariat, vous avez déclaré ceci, je cite, « La politique de l'égalité femmes-hommes doit prendre en compte les spécificités des territoires. En d'autres termes, on n'apprécierait pas de la même façon l'égalité entre les femmes et les hommes selon l'endroit où l'on est. Ma question, Madame la Ministre, est simple. Existe-t-il des territoires de la République où les droits des femmes ne seraient pas les mêmes et pas les mêmes que ceux des hommes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État en charge de l'égalité. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je me suis déjà expliquée sur cette phrase, mais je vous remercie, Madame la sénatrice, de me donner l'occasion de le refaire. Quand ai-je dit que les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes devaient tenir compte, plus exactement, de la spécificité de chaque territoire? Je l'ai dit à l'Assemblée générale du CIDFF, du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Je prenais l'exemple des Pays de la Loire en disant que lorsqu'on est à Marigné-Laguet dans la Sarthe et qu'on est une femme agricultrice et qu'on est éloigné du premier point d'accès d'urgence, on n'a pas la même priorité de politique publique que lorsqu'on habite à Nantes et qu'on est à côté d'un pôle French Tech numérisé avec une égalité professionnelle très forte entre les femmes et les hommes. C'est cela que j'ai dit. Il ne s'agissait aucunement de faire mention des territoires perdus de la République. Je déplore et j'ai déploré pendant des mois l'instrumentalisation odieuse qui a été faite par l'extrême droite de cette phrase sortie de son contexte. Je vous remercie de me poser la question, ce qui me permet d'y répondre très clairement. Au demeurant, plusieurs de mes collègues ont dit également que leur politique publique devait s'adapter à la spécificité de chaque territoire, la santé en ce qui concerne les déserts médicaux, les transports en ce qui concerne l'accès aux transports, l'intérieur en ce qui concerne la répartition de la police, de la sécurité du quotidien. Il ne s'agit pas d'y voir là une quelconque allusion ni à l'islamisme ni à l'islamisation, puisque c'est la question qui m'est posée. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, je souhaiterais vous alerter sur une situation qui préoccupe de nombreux élus de métropole et notamment ceux du département du Puy-de-Dôme autour de Clermont-Ferrand. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a permis la création de 15 métropoles entre janvier 2015 et juillet 2016. La loi de finances pour 2017 a doté les métropoles créées avant janvier 2017 d'une enveloppe de 150 millions d'euros qui a servi à financer les 15 pactes métropolitains. Ce statut, répondant à un réel besoin en matière d'organisation et de renforcement des territoires, notamment après la réduction du nombre des régions, 7 nouvelles métropoles seront créées en janvier prochain, dont celle autour de Clermont-Ferrand. Or, le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit aucun fonds destiné au lancement et au bon fonctionnement de ces métropoles, ce qui crée de fait un grand déséquilibre avec celles créées avant 2017. Pour Clermont-Auvergne Métropole, c'est un manque à gagner d'environ 10 millions d'euros et un coup d'arrêt ou une ambition territoriale revue à la baisse. Que pouvez-vous répondre, Madame la Ministre, aux élus dont les territoires ont été reconnus plus tardivement comme métropoles et qui ne bénéficieront pas des financements promis? Ainsi, 7 agglomérations, Dijon, Metz, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Tours et Clermont-Ferrand, se voient offrir un statut de métropole de seconde zone. Dans un gouvernement où l'innovation et l'entrepreneuriat sont valorisés, comment expliquez-vous ce désengagement de l'État sur un sujet qui touche à la fois à la valorisation de l'économie locale, au développement de la recherche et à la promotion internationale de nos territoires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Gold, vous m'interrogez sur la situation des métropoles.
Le président de la République l'a rappelé lors du congrès des maires, il existe des métropoles d'envergure mondiale européenne et d'autres qui ne sont pas de seconde zone, monsieur le sénateur, mais qui sont des métropoles de taille régionale. C'est une réalité. Il est vrai qu'en 2016 et 2017, un pacte État-métropole a été signé avec certaines d'entre elles. Naturellement, les opérations lancées seront financées jusqu'à leur terme. Mais de manière générale, les nouvelles métropoles vont bénéficier d'un statut protecteur équivalent à celui des métropoles existantes. Ce statut est inscrit dans la loi quant aux compétences essentielles qu'elles exercent sur leur territoire. Pour le calcul des dotations de fonctionnement de l'État, notamment la dotation d'intercommunalité, ce statut les protège, est favorable, comme pour les autres métropoles. Et à partir de 2018, la méthode de calcul sera identique à celle des autres métropoles. Concernant les dotations d'investissement, elles seront évidemment éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local pour contribuer au financement de leurs projets structurants au même titre que les métropoles déjà créées avant le 1er janvier 2018. Ce financement est donc commun à toutes les métropoles. Le soutien de l'État, enfin, s'adaptera aux enjeux de chaque métropole. Nous demanderons au préfet de soutenir notamment en priorité les investissements transformateurs mis en œuvre dans une logique de réciprocité et de complémentarité entre les territoires, comme il en a existé déjà 2 exemples en France, à Toulouse et à Brest. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Jacky Deromedi pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Hier, les syndicats avaient appelé à la grève dans le réseau d'enseignement français à l'étranger pour protester contre la réduction de 33 millions d'euros du budget alloué à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'éducation fait partie des priorités du Président de la République. Le ministère de l'Éducation nationale a obtenu une augmentation de son budget de 1,3 milliard d'euros quand l'AEFE a, quant à elle, vu sa subvention baisser de 33 millions d'euros, soit 10% de son budget. À la rentrée scolaire, les établissements scolaires conventionnés ont été informés qu'au lieu des 6% de rétrocession habituelle sur les écolages, ce chiffre passerait à 9%, ce qui signifiait qu'au 1er janvier 2018, les frais de scolarité seraient mécaniquement augmentés. Le réseau AEFE est l'un des fleurons du rayonnement de l'éducation française à l'étranger. 60% d'élèves étrangers le fréquentent. Le président de la République est intervenu devant les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger le 2 octobre et s'est engagé à ne pas modifier les subventions à l'AEFE en 2018 et 2019. Il s'est fait applaudir sur cette promesse alors qu'en réalité la baisse venait d'être décidée. La confirmation de cette baisse pénaliserait les lycées et les familles et entraînerait une perte d'influence pour notre pays et le déconventionnement de nombreux établissements. Quelle est l'intention du gouvernement? Souhaitez-vous supprimer l'AEFE et qu'il n'existe plus d'établissements conventionnés dans le réseau? Oh, je ne vais pas le dire. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre en charge des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Deromedi, l'AEFE, ce sont 350 000 élèves scolarisés dans 492 établissements de son réseau. Un réseau sans équivalent chez nos partenaires à travers le monde. J'en parle volontiers, tous mes enfants y ont été scolarisés. Ce réseau, il est au service de nos compatriotes installés à l'étranger, mais c'est aussi un outil d'influence puisqu'il assure la diffusion de notre langue, de notre culture et de nos valeurs auprès d'un public constitué, vous l'avez dit, aux 2/3 d'élèves de nationalité étrangère. C'est la première priorité budgétaire de notre diplomatie d'influence qui lui consacre 60% de son budget et cela va le rester.
En 2017, il a été demandé à l'AEFE de prendre sa part de l'effort collectif de réduction des dépenses. La subvention pour cette année a été diminuée à hauteur de 33 millions d'euros. Une série de mesures ont été prises. Je souligne que les suppressions de postes ne toucheront pas d'enseignants en cours de contrat, que le plafond d'emploi est préservé, ce qui permet le recrutement d'agents en contrat local, et que les subventions aux établissements pour renforcer leur sécurité sont maintenues. Dans ce contexte, j'entends, comme vous, les inquiétudes qui s'expriment aujourd'hui. Je voudrais rappeler ici l'engagement du président de la République, qui a salué devant l'Assemblée des Français de l'étranger le travail de l'AEFE et de ses personnels, et qui a confirmé que ces crédits seraient préservés en 2018 et en 2019. Au-delà, nous devons écrire ensemble l'avenir du réseau d'enseignement français à l'étranger, en travaillant avec l'AEFE, mais aussi avec les communautés de parents d'élèves et d'enseignants qui doivent être pleinement associés. Merci, Madame de Romédy. Madame la ministre, il est évidemment plus facile de couper les budgets des Français de l'étranger qui ne viendront pas bloquer Paris. Le réseau est en danger. Il nous paraît indispensable de rétablir le budget initial de l'agence afin qu'elle puisse accomplir sa mission. On assiste à une diminution constante des sommes consacrées au rayonnement de la France à l'étranger, alors que notre président de la République se déplace dans le monde entier en essayant de faire croire le contraire. Merci. La parole est à notre collègue Jérôme Durain pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la ministre, il convient de saluer l'engagement personnel du président de la République avec son discours de samedi. C'est une excellente initiative que de consacrer l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, ou encore de décider la sanctuarisation des crédits dédiés. Cependant, certains regrettent que l'exécutif tente de faire passer des vessies pour des lanternes, qu'il ne dissimule certains reculs et qu'il essaye, comme trop souvent, de faire croire que rien n'était fait avant l'avènement de la République en marche. Félicitons-nous tout d'abord que vous vous inscriviez dans la continuité du 5e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette cause dépasse les clivages et les partis. C'est donc juste de reconnaître le travail effectué par les ministres de droite et de gauche qui vous ont précédé. Venons-en maintenant aux lanternes. Le budget interministériel dédié à l'égalité femmes-hommes atteindrait désormais 420 millions d'euros contre 313 millions d'euros l'an dernier. L'augmentation est-elle si conséquente? Plusieurs journalistes, militants et parlementaires ont calculé que ce n'était pas le cas. Monsieur Macron a en réalité ajouté au montant de ce budget des actions qui n'étaient pas comptabilisées comme telles l'an dernier. Par exemple, 65 millions de chèques emploi pour les gardes d'enfants ou 26 millions concernant les places en centre d'hébergement. J'ai aussi évoqué des reculs. Il y a les conséquences concrètes de la baisse des emplois aidés. Je pense par exemple à l'antenne du planning familial dans mon département de Saône-et-Loire. Il y a aussi la baisse de 300 000 € des crédits consacrés par la justice et la police à la lutte contre les violences. Madame la ministre, êtes-vous prête à confirmer ici, devant le Sénat, votre calcul? La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je déplore que vous ne m'écoutiez pas quand je passe à la radio, parce que si vous m'écoutiez, vous auriez entendu à plusieurs reprises que j'ai rendu hommage aux actions qui ont été menées par les ministres qui m'ont précédé, de droite comme de gauche, et particulièrement à l'action de ma prédécesseuse directe, Laurence Rossignol, qui siège sur vos bancs. Je n'ai jamais dit que notre action commençait avec La République En Marche. J'ai au contraire à chaque fois rappelé à quel point le combat et le mouvement féministe s'inscrivaient dans une longue histoire et à quel point les droits des femmes étaient récents au regard de l'histoire de l'humanité et combien nous devions cela à des ministres, à d'anciens autres ministres, à d'anciens premiers ministres comme Manuel Valls et à leur engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je l'ai dit à de nombreuses reprises et je le répète bien volontiers ici face à vous.
En ce qui concerne vos questions sur le budget, bien évidemment, je confirme les calculs qui ont été faits non pas par mes soins, mais par des services, par une administration, par les députés, quel que soit leur bord. Nous avons très largement étudié ce budget dans la commission élargie qui s'est tenue il y a quelques semaines. Vous savez très bien, et on l'a rappelé tout à l'heure, que les violences envers les femmes sont le produit d'un système. Donc, il faut des crédits interministériels et transversaux pour lutter contre le système qui produit ces violences envers les femmes et pour les éradiquer. À cet égard, notre document de politique transversale montre bien qu'il y a 420 millions de crédits qui sont engagés. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits. Je voudrais souligner par exemple que les crédits du téléphone grave danger, ce téléphone qu'on donne aux femmes victimes de violences pour qu'elles puissent alerter, sont pris désormais en charge par le ministère de la Justice. Grâce à la volonté politique de la garde des Sceaux, ça représente environ 900 000 €. Je voudrais rappeler qu'un certain nombre de mesures annoncées par le président de la République ne sont pas prises en charge par mon budget, comme la prise en charge des soins pour certaines victimes de viols en psychotrauma, qui seront bien évidemment en dehors du budget pour les droits des femmes. En ce qui concerne les subventions aux associations, puisque là encore des choses fausses ont été dites et ont été répétées, aucune subvention à aucune association nationale de lutte contre les violences faites aux femmes n'a baissé. Elles ont toutes été maintenues à 100% et celles qui en auront besoin pourront être augmentées en 2018 après étude. Monsieur Durand, quelques secondes. Sur ce sujet, l'attente est immense. Vous pourrez compter sur nos amendements en soutien et en vigilance. Nous serons particulièrement vigilants, madame, sur les crédits dédiés à l'accompagnement de la sortie de la prostitution. Donc nous sommes là, exigeants, vigilants et en soutien. Merci. La parole est maintenant notre collègue Christine Herzog. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre d'État, la création des grandes régions et tout particulièrement la création du Grand Est a eu pour conséquence immédiate une aberration administrative. En effet, elle n'a généré aucune économie budgétaire, ainsi que la Cour des comptes vient de le confirmer dans un récent rapport. En revanche, en raison de leur étendue démesurée, ces régions n'ont plus aucune proximité avec le terrain. Ainsi, la région Grand Est est plus grande que toute la Belgique, laquelle est pourtant divisée en 3 régions. De même, elle est plus étendue que le total des 3 Länder allemands qui sont nos voisins. En réalité, pour réduire le fameux millefeuille territorial de manière pertinente, il fallait s'inspirer de la réforme du conseiller territorial initiée par le président Sarkozy. Cette réforme conservait les anciennes régions qui étaient à taille humaine. Par contre, les départements avaient vocation à se dissoudre en leur sein, ce qui supprimait une couche de notre millefeuille territorial. Aujourd'hui, un fort mécontentement s'exprime dans plusieurs anciennes régions. C'est notamment le cas de la région Alsace qui, comme vous le savez, a une très forte identité et de plus fonctionner de manière remarquable, avant qu'elle ne soit engloutie dans le grand magma du Grand Est. Les Alsaciens ont raison de réclamer le rétablissement d'une région Alsace qui absorberait les 2 départements pour former une collectivité alsacienne unique. Le gouvernement Valls a imposé une décision brutale sans aucune concertation lorsqu'il a décidé de fusionner d'office les anciennes régions qui pourtant lui ne demandaient rien. Votre gouvernement suit-il la même logique ou au contraire accepterez-vous un minimum de démocratie? Monsieur le ministre d'État, pourriez-vous envisager oui ou non le principe d'un référendum permettant aux Alsaciens et aussi aux Lorrains de s'exprimer sur l'éventuel rétablissement de leur ancienne région? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christine Herzog, le Président de la République s'est engagé à ne pas faire de bing-bang territorial, c'est-à-dire à ne pas revenir sur les réformes qui ont été faites ces 5 dernières années. C'est un engagement du Président de la République et c'est à la demande des élus locaux qui ont demandé une pause dans les réformes territoriales, donc pas de réforme territoriale et cela vaut bien sûr pour votre région. J'ai entendu aussi ce que vous disiez sur l'Alsace. Il y a eu, et je me souviens très bien, une tentative de faire un seul département alsacien. Malheureusement, pour
l'identité alsacienne. Je dirais, ceci n'a pas été au bout par manque de participation suffisante pour les Alsaciens. Alors il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement est favorable à procéder à des ajustements et des adaptations partout où c'est nécessaire. Ce peut être le cas en Alsace. Le président de la République a eu l'occasion de l'indiquer à un certain nombre de grands élus alsaciens. Mais pour cela, il y a une condition indispensable. C'est le consensus et l'accord des élus, des forces vives du territoire. Ensuite, si cette condition est acquise, notre droit permet actuellement de faire beaucoup de choses. Des délégations de compétences entre collectivités, des rapprochements de départements pourront être mobilisés pour répondre aux souhaits des élus et de la population, mais ceci dans le cadre de la région Grand Est. Merci, Madame la Ministre. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité gouvernement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous remercie. C'est une date importante pour vous, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui. Et nous nous retrouverons le jeudi 14 décembre à 15 h pour les prochaines questions d'actualité. Demain, notre ordre du jour commence à 10h30, 14h et le soir sur la suite du projet de loi de finances. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On va retourner en direct de l'hémicycle, tout précisément depuis la tribune de presse où nous attend Tam Tranui. Tam, qu'avez-vous retenu de cette séance ? Eh bien, de cette séance de questions d'actualité au gouvernement ont émergé deux thèmes principaux. D'abord, la question du glyphosate, auquel ont été consacrées trois questions avec trois angles différents. D'abord, question de Daniel Dubois, le problème que cela va poser aux agriculteurs français de ne plus utiliser le glyphosate d'ici 3 ans, quand les agriculteurs européens pourront l'utiliser encore pendant 5 ans. Les problèmes de distorsion de concurrence qui vont être créés pour ce métier déjà en crise. Autre angle, eh bien, le problème de l'évaluation contradictoire entre l'OMS et l'Agence européenne, toutes deux qui ne sont pas d'accord sur le caractère cancérigène de cet herbicide très contesté. Et enfin, un troisième angle, troisième question qui portait elle sur la traçabilité des produits. C'était la question du socialiste Henri Cabanel. Eh bien, c'était 2 fois sur 3 Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui a répondu à ces questions sur le glyphosate pour défendre la position d'Emmanuel Macron d'arrêter d'utiliser le glyphosate d'ici 3 ans, très certainement aussi pour couper court à toutes les accusations de cafouillage au sein du gouvernement, alors même que le ministre de l'Agriculture avait hier salué la position, la décision européenne. Alors l'autre sujet très important était également consacré 3 questions, et bien c'était les violences faites aux femmes, alors que ce week-end Emmanuel Macron a déclaré que notre société tout entière est malade du sexisme et a décrété l'égalité entre les sexes, grande cause nationale. 2 questions ont été posées d'un point de vue budgétaire. Jérôme Durin qui a dit à la secrétaire d'État Marlène Schiappa d'arrêter de faire prendre des vessies pour des lanternes, d'avouer que sa politique s'inscrivait dans la continuité des gouvernements précédents, ou encore Laurence Cohen qui elle a regretté le budget trop faible consacré à ce sujet, budget interministériel de 400 millions d'euros, revendique Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui a également été interrogée sur le fait qu'elle avait parlé d'inégalité territoriale en matière d'égalité homme-femme. Et là, eh bien, elle a dit qu'il n'y avait pas de polémique, elle ne faisait pas allusion au territoire perdu de la République ou à l'islam en parlant de cela, mais bien de la différence entre territoire urbain et territoire ruraux. Fermez donc la parenthèse. Merci à vous, Tam. Et justement, on va retourner à la salle des conférences puisque Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, est au micro de Saveria Rojek. Bonjour Marlène Schiappa, merci de répondre à nos questions. Vous avez été interpellée lors de cette séance d'actualité à plusieurs reprises sur les crédits alloués pour lutter contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir les moyens pour mettre en œuvre la politique et le plan annoncé justement par Emmanuel Macron samedi dernier ? Bien évidemment, toutes les mesures qui ont été annoncées par le président de la République sont des mesures qui s'inscrivent dans le cadre du budget, d'abord de mon budget droits des femmes, mais plus particulièrement du budget de DPT, de documents de politique transversale, de politique interministérielle d'apport aux droits des femmes.
D'accord. À quelles échéances ces mesures vont-elles être mises en œuvre? On parle du premier semestre 2018. Alors ça dépend, on est en train de bâtir plus précisément le calendrier, mais il y a des mesures que nous avons d'ores et déjà commencé à mettre en œuvre. Je pense à la formation des professionnels, puisque le 24 novembre, j'ai inauguré une journée interprofessionnelle de la MIPROF, la mission interministérielle justement de protection des femmes, qui forme notamment des policiers municipaux, des infirmiers à identifier et lutter contre les violences, et puis d'autres qui sont législatives, qui trouveront leur place dans le calendrier législatif courant 2018. Voilà, vous faites référence notamment à la création du délit d'outrage sexiste, la verbalisation du harcèlement de rue. Absolument, et puis l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et la création d'un âge de présomption de non-consentement. Alors justement, une dernière question très rapide sur cet âge, cette présomption de non-consentement. Nicole Belloubet s'était prononcée pour 13 ans. Quelle est votre position là-dessus ? Alors d'abord, la garde des Sceaux a toujours dit qu'il y avait un débat très large et qu'elle donnait une position, mais que le débat pouvait avoir lieu. Le débat continue, puisqu'il y a un tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous permet de recueillir les positions des experts, des citoyennes et des citoyens. Moi, j'ai toujours dit que ma position personnelle, c'était 15 ans, l'alignement sur la majorité sexuelle, mais nous continuons à entendre et à écouter tout le monde à cet égard. Très bien, merci beaucoup. Merci Marlène Schiappa d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. On va continuer l'analyse en plateau de cette séance avec mes invités qui m'ont rejoint. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Face à vous, Sébastien Meurant. Bonsoir, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. On va revenir également sur le vote par le Sénat cet après-midi de la première partie du projet de loi de finances, la partie recettes. Les socialistes ont voté contre. Vous n'êtes pas satisfait de la version modifiée par la majorité sénatoriale. Vous auriez préféré celle de l'exécutif, Xavier Iacovelli? Écoutez, la chose était claire. C'était un budget de droite en arrivant de l'Assemblée nationale. Et il y a eu un concours des droites entre la droite LREM et la droite LR à qui serait le plus à droite sur les propositions. Et donc, effectivement... Pourtant, la République En Marche s'est abstenue cet après-midi sur le vote au Sénat. Ah oui, mais parce qu'ils avaient un certain nombre de mesures qui n'allaient pas dans leur sens. Mais nous, on ne pouvait pas déjà voter en arrivant au Sénat, sortir de l'Assemblée nationale. Donc, on ne pouvait pas, effectivement, voter favorablement à la première partie de ce budget qui est profondément injuste et qui est un budget de droite. Est-ce qu'il y a une surenchère de la part de la droite vis-à-vis de la République En Marche sur ce budget, Sébastien Meurant? C'est très surprenant venant du Parti socialiste. C'est oublier que M. Macron a passé 4 ans avec eux, il y a quand même très peu de temps. C'est quand même oublier qu'il y a un ministre qui a voté contre le budget à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, on peut en la parler. Semaine dernière, Olivier Dussopt, et qui a été nommé et qui vient défendre aujourd'hui. Donc ce gouvernement est un gouvernement attrape-tout qui vient effectivement du Parti socialiste. Et là, M. Dussopt, quand même... Beaucoup de chez vous aussi. Je pense que le président vient de quand même 4 années conseiller particulier de M. Hollande et après ministre. Donc nous, le rôle du Sénat, c'est essayer d'amender, c'est essayer de rendre meilleur, ou on va dire, si vous me permettez l'expression, moins pire. Et c'est ce que nous avons fait, notamment en termes de cohérence. Justement, en termes de cohérence sur la taxe d'habitation, la réforme a été jugée précipitée et incohérente. Le choix du Sénat, c'était de se donner une année supplémentaire. Comment voulez-vous défendre intellectuellement le fait qu'on supprime la taxe d'habitation pour 80% des personnes qui la payent? Si c'est injuste pour tout le monde, et sans s'intéresser à la taxe foncière. Ce n'est pas la taxe d'habitation qui est injuste, c'est le mécanisme de calcul, ce sont les bases qui sont injustes. Donc là, du point de vue du contribuable, moi, étant effectivement de droite, je le revendique, moins de dépenses publiques, ça me va bien, mais je veux une dépense publique qui a du sens. Il faut que les impôts soient cohérents, il faut que les impôts soient compréhensibles. Et là, lorsqu'on fait quelque chose pour 80% au nom de la justice, et qu'on laisse 20% sur le bord de la route, c'est complètement incohérent. Et quand on s'intéresse à la taxe d'habitation, du fait du mécanisme de calcul de la taxe foncière qui est le même, on doit faire les deux en même temps. Ou sinon, on réfléchit un peu plus longtemps et on trouve quelque chose d'intelligent et surtout qui ne prive pas les collectivités que nous défendons de l'autonomie financière qui est absolument nécessaire. Là, c'est un point sur lequel vous auriez pu rejoindre la droite, sénateur Xavier Iacovelli. Alors moi, à titre personnel, je vais vous étonner, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que moi j'étais contre la suppression de cette taxe d'habitation, notamment parce que moi je suis favorable à une grande réforme fiscale pour avoir un impôt dynamique et ne pas priver justement les collectivités locales de leur capacité à lever l'impôt et d'investir, et puisqu'on sait très bien que l'investissement vient des collectivités locales. Donc moi j'étais pas favorable à cette suppression. Après, on a eu une discussion en groupe. Globalement, c'est vrai que pour les citoyens, c'est très, très intéressant. Moi, en tant que citoyen, je suis très heureux de ne pas payer ma taxe d'habitation, de plus payer ma taxe d'habitation. Mais en tant qu'élu local,
je me dis que c'est une catastrophe. Et ça va de toute façon rejaillir sur le prix des services municipaux, parce que les mairies ne pourront pas faire autrement. Là, on est parti sur 3 ans, avec un dégrèvement sur 3 ans, mais dans 3 ans, on va être où? On va avoir, à mon avis, une compensation, et on sait ce que ça fait, les compensations d'État. C'est de moins en moins, on l'a vu avec la taxe professionnelle que votre gouvernement, d'ailleurs, avait fait précédemment, où on n'avait pas eu la compensation à l'euro près, comme promis par le gouvernement Sarkozy. Alors, on ne va pas se renvoyer les balles, mais nous avons vécu... moi, j'étais maire. J'ai fait 7 ans d'opposition, et après, j'étais maire depuis 2008. Donc, j'ai vécu la baisse dramatique des dotations sous le gouvernement Hollande. Qui avait commencé avec Fillon en 2011. Ça, c'était le maintien, ça n'augmentait plus. Elle se serait certainement poursuivie si François Fillon avait été président de la République. Intéressons-nous à ce qui est aujourd'hui. Donc je dirais que ce qui se passe... Là, on ne parle pas du passé. Ce qui se passe, non, mais là, c'était Fillon, il n'a pas été élu, ça ne vous a pas échappé. Ah oui, mais vous remarquerez que c'est Macron qui a été élu cette fois-ci. La baisse de dotation a commencé, évidemment, avec M. Hollande de manière drastique, à tel point que l'ensemble des collectivités se sont manifestées et que là aujourd'hui on est à l'os. Là, cette réforme injuste de M. Macron, c'est-à-dire que là c'est le contribuable national qui va se substituer au contribuable local et encore une fois on va récompenser les mauvais gestionnaires. Moi, maire de Saint-Lô-la-Forêt, je n'ai pas augmenté malgré tout les impôts. J'ai tenu au prix d'un énorme effort en interne de restructuration. Là aujourd'hui, on va proposer effectivement, ceux qui ont augmenté les impôts ces dernières années, ils sont très très nombreux. C'est le contribuable national qui va payer à la place du contribuable local et dédouaner les augmentations d'impôts des élus locaux. Pardonnez-moi, mais Saint-Lô-la-Forêt n'a pas le même potentiel fiscal et n'a pas la même population peut-être en difficulté. Je connais un peu Saint-Lô-la-Forêt. Très mal, puisque nous sommes effectivement une ville pauvre, nous sommes une ville qui a très peu d'entreprises, donc nous avons effectivement une population qui... Non mais là, Sébastien Meurant. La DSU, monsieur, j'ai touché la DSU. Oui, je suis Nanterre, une partie sur la défense. Sébastien Meurant parlait d'Olivier Dussopt, dont la nomination a un peu secoué le groupe socialiste du Sénat. La page est tournée après la réunion de groupe de ce matin? Écoutez, ce qui a été réaffirmé, c'est que nous sommes le premier groupe d'opposition au Sénat. Donc à partir de ce moment-là, on a eu une discussion franche entre sénateurs ce matin, avec la position des uns et des autres. Nous avons réaffirmé notre volonté de rester ensemble, de rester unis dans ce groupe d'opposition au Sénat. On a réaffirmé aussi que nous n'étions pas dans la majorité présidentielle. Voilà, la position d'Olivier Dussopt, c'est une position personnelle. Je vous avoue que j'ai été un petit peu peiné et un peu en colère aussi, un petit peu un mélange des deux. Quand je l'ai vu hier défendre contrer des amendements et voter contre, donner un avis défavorable du gouvernement sur des amendements qu'il avait lui-même rédigés à l'Assemblée et qu'il avait lui-même défendu à l'Assemblée 3 jours avant. Je pense qu'au bout d'un moment, la cohérence politique et les ambitions personnelles ne peuvent pas être à l'inverse des cohérences politiques et des convictions. Avant de vous faire réagir, Sébastien Meurant, on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Ogiac avec Emmanuel Capus, sénateur Les Indépendants. On le disait, Alain Juppé est venu ce matin assister à la réunion de ce nouveau groupe politique du Sénat. Absolument Delphine, bonjour Emmanuel Capus, merci de répondre à nos questions. Alain Juppé était donc, vous venez de le dire, Delphine, présent à la réunion de groupe, du groupe Les Indépendants ce matin. Quel a été son message? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était une réunion qui était prévue de longue date, qui est tombée ce matin. On était content vraiment de l'accueillir, parce que vous savez que dans le groupe des Indépendants, on est beaucoup à l'avoir soutenu dans le cadre des élections présidentielles. Donc il était venu, on était d'abord là pour lui présenter notre démarche. Il était encore jamais venu au Sénat voir notre groupe, et puis pour avoir son point de vue sur la situation politique actuelle. Et justement, est-ce qu'il pourrait rejoindre, est-ce que sa présence ce matin à cette réunion est un signe, est-ce qu'il pourrait rejoindre Agir, le mouvement dont vous êtes un des membres fondateurs qui a été créé il y a 2 jours? Alors sa présence est vraiment le fait du hasard. Il se trouve qu'effectivement cette semaine le calendrier était intéressant et amusant, mais ça n'a rien à voir. Vous lui avez posé la question? On lui a posé la question un peu indirectement. En tous les cas, on lui a demandé ce qu'il pensait de cette démarche. Il nous a répondu que lui se plaçait vraiment au-dessus des partis politiques. Maintenant, il est en retrait de la politique, il s'occupe de sa ville. Mais en revanche, il nous a très clairement encouragés, à la fois dans notre démarche du groupe des Indépendants, c'est pour ça qu'il était venu, et en même temps, pour ceux des Indépendants qui ont décidé d'aller dans le groupe, dans le parti politique Agir et de même de le fonder, il nous a clairement encouragé dans cette démarche à rassembler le plus largement possible toute cette frange politique qui va d'En Marche jusqu'à la droite et qui ne se reconnaît pas dans une droite identitaire. Emmanuel Capus, je le disais, vous êtes membre fondateur de ce mouvement Agir. Comment va se positionner
né ce nouveau parti, ce nouveau mouvement. Est-ce que cela va être un soutien sans faille à la majorité présidentielle ? C'est vraiment un positionnement qui est assez proche du groupe des indépendants que nous avons ici, c'est-à-dire pas d'opposition systématique, parce que nous pensons très clairement, et on était en phase avec Alain Juppé ce matin là-dessus, sur le fait qu'il faut que le gouvernement réussisse. On ne veut pas s'opposer, on ne veut pas, comme certains, malheureusement, l'échec du gouvernement. Donc on ne veut pas stigmatiser le gouvernement, donc on est dans un soutien sur les mesures qui sont importantes, qui sont nécessaires, et en même temps un soutien vigilant et critique sur les choses qui nous paraissent moins bonnes. Et très rapidement, la double appartenance avec les Républicains est pour l'instant tolérée. Ah bah, chez nous, elle est plus que tolérée. Elle sera écrite dans les statuts qu'on est en train de rédiger. Donc chez nous, c'est très clairement une possibilité pour les membres du parti politique Agir de double appartenance, que ce soit au LR ou à l'UDI, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Merci Emmanuel Capuy d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On revient en plateau. Sébastien Meurant, comment réagissez-vous à la création de ce nouveau parti politique? C'est un coup dur pour les Républicains? Absolument pas. C'est pas du tout un coup dur, puisque en fait nous sommes les plus nombreux, le groupe le plus nombreux au Sénat. Nous sommes effectivement. Certains disent qu'après peut-être l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, il risque d'y avoir un mouvement justement vers ce parti Agir. Nous verrons. Moi, je suis la différence d'un certain nombre de personnes on va dire plus à gauche qu'à droite, je dirais, puisqu'il y a une personne qui effectivement a relié de notre groupe Agir, j'ai bien compris pour l'instant, quelqu'un qui est enraciné. Quand on est enraciné, c'est qu'on a des convictions. Et quand on a des convictions, on n'est pas prêt à les vendre ou à les donner. Et là, le secrétaire d'État qui vient de rallier le gouvernement, exactement ce que vous venez de dire, ça vous fait quand même mal. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça fait quand même mal, ça, effectivement, de voir que quelqu'un qui a défendu des amendements en une semaine. Ça ne grandit pas le politique. Monsieur le maire qui était au primaire, comme M. Darmanin, ça ne grandit pas le politique. La seule arme des élus, c'est la parole et après les actes. Lorsqu'on n'a pas de parole, les actes, effectivement, ne peuvent pas suivre correctement. On se retrouve là-dessus. Donc moi, là-dessus, c'est très clair. La politique que j'ai menée, parce que j'ai mené une politique en étant en responsabilité, en ayant fait 7 ans d'opposition, donc j'ai toujours mis en cohérence mes propos et mes actes. Et là-dessus, si Laurent Wauquiez, dont je suis un fervent soutien, dans mon département et dans d'autres départements, la ligne politique, elle est claire. Et la ligne politique, elle est effectivement en beaucoup de contradictions avec celle qui est proposée par le gouvernement actuel sous la présidence de M. Macron, qui, je le rappelle quand même, a passé quand même 4 années avec M. Hollande. Et 4 années avec M. Hollande, où la politique de M. Hollande, c'était... Je vous confirme, il a oublié. Vu ce qu'il défend en ce moment, il a oublié. Discours de budget, mon ennemi, c'est la finance. Le fruit des 50 socialismes, c'est Emmanuel Macron, ex-banquier, avec une politique effectivement très très dure pour les classes moyennes, très très dure pour les plus faibles. Et là-dessus, vous pouvez compter sur notre opposition à faire en sorte d'amender tout ce qui sera gouvernement, toutes les injustices. Parce que moi, je crois à la parole, au respect de cette parole. Je crois à la justice, à la liberté et à la vérité. Sébastien Meurant, je voudrais vous faire réagir peut-être. Je suis ravi de voir que la droite LR défend les injustices et pour les personnes modestes et les classes moyennes, parce que en même temps, je crois que vous avez favorisé la suppression totale de l'ISF pour 5 milliards de cadeaux aux plus riches. Donc je ne sais pas si c'est une mesure de justice sociale, mais en tout cas, nous, ce n'est pas ce que nous défendons. Nous estimons effectivement que Emmanuel Macron et son gouvernement composé, je vous le rappelle, vous pouvez dire effectivement du SOPT pour des ambitions personnelles, Le Drian en fin de carrière ou monsieur, comment il s'appelle, monsieur Collomb, pardon, également en fin de carrière. Donc c'est les trois, mais on peut aussi citer Darmanin, Le Maire et le Cornu chez vous. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, on ne va pas se tirer là-bas. C'est des ambitions personnelles qui sont au service du président de la République. Nous, c'est pas notre conception de la politique. Je pense que c'est pas la vôtre non plus. On défend la justice sociale et à partir du moment où on a décidé d'être dans une opposition sur tout ce qui est pour la défense de la justice sociale, on sera dans une opposition et on accompagnera le gouvernement, et notamment dernièrement sur les violences faites aux femmes, nous accompagnerons le gouvernement quand ça ira dans le bon sens. Alors, on ne peut pas avoir raison contre tout le monde. L'ISF, c'est un impôt on va qualifier d'imbécile, pour faire simple. On peut pas avoir raison contre tout le monde. Vous avez aidé le gouvernement à aller jusqu'au bout de la route, c'est ce qu'a dit Albéric de Montgolfier. Exactement, bien sûr que oui. L'important, c'est l'efficacité. On sait très bien que l'ISF
c'est dramatique pour l'économie du pays. Mais on ne peut pas avoir raison. Alors, je ne sais pas couper. On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Nous sommes les derniers à l'avoir. Les derniers à l'avoir. Là, le gouvernement, effectivement, avantage les milliardaires et pénalise les classes moyennes. C'est pour ça qu'on a voté contre. On est pour la suppression complète de l'ISF, pour simplement envoyer un signal à tous ceux qui entreprennent. On a fait fuir toute la richesse à cause de 5 années. L'impôt sur la fortune immobilière qui a été créé en même temps pour favoriser justement l'économie réelle. Effectivement, ceux qui ont un appartement, vous habitez sur Rennes, je pense que les prix des appartements, des maisons ont explosé, donc vous pouvez très rapidement vous retrouver à l'ISF, et vous savez très bien que c'est déconnecté entre les revenus et le patrimoine, et vous savez très bien que l'ISF, c'est très partagé sur le socialisme. Moi, j'avais fait une proposition justement sur l'IFI, donc la partie de l'ISF qu'il restait sur la partie immobilière. J'avais fait une proposition d'amendement qui n'a pas été retenue puisque vous avez décidé de supprimer l'IFI, qui était de permettre aux propriétaires qui mettent leurs biens dans le parc social et donc dans le bien social de sortir de cette base de l'IFI, justement parce qu'on est aussi en pénurie de logements sociaux. On a 70% de la population francilienne, et vous êtes un élu francilien comme moi, qui sont qui peuvent avoir un logement social, et donc c'était une des mesures que je proposais. Merci infiniment d'être venu débattre sur ce plateau. On aura l'occasion d'y revenir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté ce soir par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.